Il était un peu plus de minuit quand les néons de la maternité publique se mirent à grésiller sous la pluie fine. Le couloir sentait le désinfectant et le linge humide. Une infirmière fatiguée passait une serpillière, traçant des lignes pâles sur le sol, tandis qu'une jeune femme, blême, serrait un drap entre ses doigts. Elle s'appelait Clarisse, 19 ans, des cernes mauves, la sueur collée au front. Dans sa poitrine, un tambour, la peur. Dans sa tête, une phrase tournait, sèche et implacable. « Je ne peux pas maintenant ». Le bébé pleura, un cri mince, comme un fil tiré de la nuit. « Madame, soufflez encore. Voilà, voilà » murmura la sage-femme. La pluie cognait contre la fenêtre. Le monde dehors avait l'air lointain, presque étranglé par la brume. Clarisse détourna le regard du petit paquet rose qu'on posa sur sa poitrine. Elle n'osa pas le toucher. Elle pensa au mois passé à cacher son ventre sous des manteaux trop grands, au regard, au père du bébé qui avait disparu. Un homme marié, bien mis, qui l'avait laissé avec rien d'autre que du silence. « C'est un garçon », dit la sage-femme, un sourire doux au coin des lèvres. Clarisse ferma les yeux. Un garçon. Le mot lui transperça la peau. Elle sentit une bouffée d'amour brusque, inattendue, dangereuse. Elle la repoussa comme on repousse une vague. Plus tard, alors que les lumières se faisaient plus faibles et que la maternité s'endormait, Clarisse glissa ses pieds dans ses sandales. Ses mains tremblaient. Dans son sac, elle avait gardé la couverture grise qu'on lui avait donnée. Elle l'enveloppa autour du bébé, serra un baiser que personne ne vit sur son front chaud, puis quitta la chambre en silence. Le couloir semblait interminable. À chaque pas, la petite voix revenait. « Tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de famille. Tu n'as rien. » La porte de service ouvrait sur l'arrière-cour, là où les poubelles s'alignaient contre le mur, luisantes de pluie. Elle posa le bébé dans une benne plus propre que les autres, sur un carton sec. Les pleurs montèrent, comme une alarme. « Je suis désolée », chuchota-t-elle. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, puis tourna le dos et partit, avalée par la nuit. À l'aube, Paul, l'éboueur, ajusta sa casquette. Ses genoux craquaient, ses mains avaient l'odeur du plastique et du café tiède. Il connaissait chaque bac, chaque recoin de l'arrière-cour. Quand il entendit un bruit qui n'avait rien d'un chat ni d'un sac percé, il s'arrêta net. « Oh bon sang !» souffla-t-il. Dans la benne, un bébé, une couverture grise, des yeux fermés comme deux graines. Paul ne réfléchit pas. Il prit l'enfant contre lui, sentit la chaleur minuscule, la vie obstinée. Il traversa la rue en courant, poussa la porte de l'hôpital avec l'épaule. « Un bébé! Vite !» Les infirmières surgirent, des mains partout, des gestes sûrs. Une d'elles, la plus jeune, se mit à sourire sans s'en rendre compte. « On va l'appeler Benjamin, » dit-elle. « Pourquoi Benjamin ?» s'étonna Paul. « Ça sonne comme une promesse. » Paul hocha la tête, content, sans comprendre vraiment. Il resta jusqu'à ce que le bébé s'apaise. Puis il repartit avec ses gants, sa casquette, ses épaules lourdes, en se disant que peut-être, pour une fois, la poubelle avait rendu quelque chose au monde. Benjamin grandit dans un orphelinat à la peinture écaillée. Les barreaux des lits faisaient un bruit de clochette quand les enfants sautèrent dessus. Le matin, ça sentait la bouillie de maïs et le savon. Benjamin avait des yeux attentifs, toujours à chercher, à comprendre. Il posait des questions que les adultes n'avaient pas toujours le temps d'entendre. À 7 ans, il fixait déjà les genoux écorchés de ses camarades avec une gravité de petit vieux. Un jour, je serai docteur, disait-il en bandant une poupée avec un morceau de tissu. Les éducateurs s'échangèrent des regards émus. Josiane, la directrice, lui donnait des livres trouvés dans des cartons, un vieil atlas, un manuel de biologie, des magazines de santé. Benjamin les lisait le soir, à la lumière trop forte du dortoir, jusqu'à ce que ses paupières s'alourdissent et que les ronflements des autres enfants remplissent l'espace. Un après-midi de saison sèche, un médecin bénévole vint faire une consultation. Il laissa tomber son stéthoscope. Benjamin le ramassa, l'essuya avec son t-shirt
et le passa autour de son cou pour rigoler. Le médecin lui sourit. Tu sais à quoi ça sert? À écouter les battements du cœur, répondit Benjamin sans hésiter. Tu veux essayer? Benjamin colla les écouteurs sur ses oreilles. Il entendit le boum-boum de Josiane, fort et régulier, et fut saisi par une sorte de respect. Le cœur ne dort pas, pensa-t-il. Il travaille même quand on n'y pense pas. Ce bruit devint pour lui un secret et une mission. Les années passèrent, les cahiers s'empilèrent. Benjamin fut ce gamin qui arrivait toujours le premier et partait le dernier, celui qui aidait les plus petits à comprendre les divisions et les verbes. Au collège, il dut marcher 1 heure matin et soir. Au lycée, 2 bourses se succédèrent, comme 2 mains tendues au bon moment. Quand il reçut la lettre qu'il acceptait en faculté de médecine, il resta un long moment immobile, assis sur le muret de l'orphelinat, la feuille contre sa poitrine. Josiane pleura comme une mère. « Va mon fils, va plus loin que nous », dit-elle. Pendant ce temps, Clarisse traversait des années en dents de scie. Des petites chambres, des loyers en retard, des hommes de passage avec des promesses qui s'effilochèrent le matin. Elle avait appris à parler fort quand il le fallait, à se taire quand c'était plus prudent. Parfois, elle regardait longtemps les vitrines des boutiques de bébés, puis détournait la tête comme si elle s'était brûlée. Elle n'avait jamais raconté à personne la nuit des poubelles. Le souvenir revenait par vagues, la coupant en deux. Elle éteignait la lumière, se roulait en boule, laissait l'ombre faire son travail. À 35 ans, un homme riche entra dans sa vie comme on entre dans un salon. Marcel, costume propre, montre qui brille, sourire qui rassure. Il lui offrit des dîners, des épaules, des projets. Elle se dit « Voilà. Enfin ». Mais les années passèrent, et Marcel finit par épouser une autre, plus jeune, plus docile, plus utile. Clarisse resta avec ses robes, ses talons, ses illusions dans un sac plastique. La colère s'installa. Elle se mit à dormir trop vite, à manger trop salé. Son cœur protesta. Des vertiges, des essoufflements. Elle les ignora, parce que qui a le temps de s'effondrer quand le loyer arrive chaque mois? Un matin, dans un bus bondé, tout devint blanc. Elle se réveilla sur un brancard. Une voix disait « Préparez le bloc ». Une main lui serra la sienne. Elle crut reconnaître une odeur. Antiseptique, drap propre, peur. « Madame, vous m'entendez ?» dit une voix calme. « Je suis le docteur Benjamin, on va s'occuper de vous. » Elle s'accrocha à ce nom sans savoir pourquoi. Benjamin. Le mot vibra quelque part dans sa poitrine, comme un caillou jeté dans un puits. La chambre 312 était claire. Une plante en plastique près de la fenêtre essayait de donner l'illusion de la vie. Clarisse avait des fils partout, un silence neuf en elle, comme si on avait rangé ses organes à leur place. Le chirurgien entra, masque retiré, main propre. « Bonjour, je repasse vous voir. L'intervention s'est bien passée. Nous avons réparé la valve qui posait problème. Il faudra du repos, de la rééducation, mais vous avez franchi la montagne. » Clarisse l'observa. Grand, regard précis, une douceur dans la voix. Un quelque chose de familier qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Docteur, vous avez un prénom rare, » murmura-t-elle. « Benjamin, ça me rappelle... » « Quoi donc ?» fit-il, curieux. Elle hésita. Sa gorge se serra. « Rien, juste une histoire ancienne. » Il hocha la tête, respecta le silence. « Nous reparlerons demain de votre traitement, » dit-il en rangeant son stylo. « Reposez-vous, vous êtes en sécurité ici. » Le 3e jour, en fin d'après-midi, le soleil posait une nappe d'or sur les bâtiments. Clarisse demandait à marcher un peu. Une infirmière la guidait, doucement, le long du couloir. « C'est étrange, » dit Clarisse. « J'ai l'impression d'être tombée dans un autre monde. Avant, je ne pensais pas à survivre. Maintenant, chaque pas me paraît précieux. »« Ça fait souvent ça après une opération, » répondit l'infirmière. « On voit ce qui compte. »« Ce qui compte, » répéta Clarisse, perdue dans un trou vieux de 30 ans. « Savez-vous, il y a très longtemps, j'ai eu un enfant. Un garçon. Je l'ai abandonné. J'étais jeune, idiote,
paniqué. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. L'infirmière posa une main sur son épaule. Parfois, le cœur guéri veut réparer plus loin que lui, dit-elle simplement. Benjamin, qui passait à ce moment-là, capta les derniers mots. Un garçon. Abandonné. Le couloir eut un goût de métal. Dans sa bouche, soudain, l'arrière-cour de la maternité d'autrefois, une couverture grise, une archive de l'orphelinat griffonnée, retrouvée à la benne, 5h12. Son cœur accéléra. Il s'éloigna, l'air de rien, mais l'ouragan se levait déjà en lui. Le soir, dans son petit bureau encombré de dossiers, il appela Josiane. Sa voix avait la douceur éraillée des femmes qui ont beaucoup parlé pour consoler. « Mon fils, quel bonheur d'entendre ta voix. Comment va le grand docteur? J'ai une question. Est-ce que les archives de l'orphelinat, tu sais, celles du début, est-ce que tu as encore la copie de mon premier rapport? Le papier de l'hôpital? Oui, je n'ai jamais rien jeté. Tu veux que je te l'envoie? Non, je passe demain. C'est important. Il ne dormit pas. La nuit se traînait entre ses côtes. Au matin, 2 cafés ne suffirent pas à rendre ses mains stables. Il se gara devant l'orphelinat, comme on revient à la source. La grille grinça toujours. Les murs avaient reçu un coup de peinture. Josiane l'attendait, plus petite qu'avant, mais avec le même regard aimant. Elle sortit une chemise cartonnée. Sur le premier papier, des lettres à moitié effacées. Maternité municipale. Enfant masculin. Arrivé par service d'urgence. Trouvé par Paul, agent de propreté. En bas, un nom. Clarisse Ndala. Ses yeux s'embrouillèrent. « Tu la connais ?» demanda Josiane doucement. « C'est ma patiente. C'est moi qui l'ai opérée. » Oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire. Josiane prit ses mains. « Tu as 2 choix, mon fils. Laisser le passer à sa poubelle ou le sortir au soleil. L'un ou l'autre te demandera du courage. » Il retourna à l'hôpital avec une enveloppe dans sa poche, le cœur lourd comme un caillou dans une chaussure. Toute la journée, il repoussa le moment. Entre 2 visites, il s'arrêtait devant la porte 312, puis repartait comme s'il avait oublié ses clés. Le soir, il expira profondément, frappa, entra. Clarisse lisait un vieux magazine, sans voir les pages. Quand elle le vit, elle eut ce petit sursaut qui dit « Voilà quelqu'un qui compte ». Elle reposa le papier. « Docteur, j'ai quelque chose pour vous », dit-il. Il s'assit, sortit l'enveloppe, la posa, hésita. « Regard droit. Avant de l'ouvrir, sachez que je ne suis pas là pour juger. Ce que je vais vous montrer ne changera pas ce que j'ai fait pour vous. Ça pourrait, en revanche, changer ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Ses doigts tremblèrent un peu. Clarisse déchira l'enveloppe, tira la feuille, lut en silence. Ses yeux se figèrent à la ligne « Nom de la mère ». Le monde recula. La pièce devint un tunnel. La feuille glissa de ses mains sur la couverture. « Non, non, non » balbutia-t-elle. « Benjamin, Benjamin, mon Benjamin. » Oui. Elle se couvrit le visage, pleura avec un son de bête blessée. « Je t'ai laissé. Je t'ai jeté. Je ne mérite pas. » « Arrêtez » coupa-t-il, la voix basse. « Ne dites pas. Jeter. Dites. Abandonner. Les mots sont des couteaux. On peut en choisir d'un peu moins tranchant. »« Pourquoi tu m'as sauvé ?» souffla-t-elle. « Parce que je suis médecin. Et parce que je sais ce que c'est que d'avoir une deuxième chance. » Ils restèrent là, longtemps, 2 solitudes en train de se reconnaître. Il lui parla de Paul l'éboueur, des livres de Josiane, du stéthoscope du bénévole, des années à apprendre le cœur. Elle parla de la nuit, de la pluie, de la panique et du silence, de Marcel et de ses promesses creuses, de sa honte avalée chaque matin pendant 30 ans. Au bout d'un moment, elle dit « Si tu me dis de disparaître, je disparais. Si tu me dis d'essayer, j'essaierai. Je ne sais rien faire d'autre que demander pardon. » Benjamin regarda ses mains. Ce sont ses mains qui avaient recousu sa vie. Il se souvenait des mots de Josiane. Le soleil ou la poubelle. Il choisit. On va essayer. Pas pour effacer,
pour écrire la suite. Les jours suivants furent faits de choses minuscules. Un café qu'il laissait tiédir sur sa table, une marche dans le couloir, un rire hésitant quand il racontait qu'enfant, il voulait réparer toutes les casseroles qu'on brûlait à la cuisine de l'orphelinat. Clarisse découvrait qu'on peut aimer quelqu'un sans le mériter. Benjamin découvrait qu'on peut pardonner sans oublier. Un matin, il la trouva assise, le regard tendre posé sur ses pansements. « J'ai pensé à quelque chose cette nuit, dit-elle. Je ne veux pas seulement pleurer, je veux réparer, aider. Tu m'as dit qu'il y a des enfants à l'orphelinat qui manquent de cahiers, de couvertures. Je ne suis pas riche, mais j'ai 2 mains, du temps. Je peux cuisiner, laver, raconter ce que j'ai appris à la dure pour qu'une fille de 17 ans n'ait pas à choisir la nuit et la pluie. Je te présenterai à Josiane, dit-il doucement. Elle saura quoi te confier. Josiane, répéta Clarisse en goûtant le nom. Elle doit être un bon cœur, le meilleur. La sortie avait le goût d'un début. Clarisse revint d'abord en fauteuil, puis avec une canne. La ville avait changé de fréquence. Elle entendait des choses qu'elle n'écoutait plus, des vendeurs qui plaisantent, un enfant qui court, une voisine qui chante faux. Elle se surprit à sourire, parfois, exactement au même endroit où elle pleurait avant. La première fois qu'elle entra à l'orphelinat, ses jambes flageolaient. Les murs sentèrent la peinture fraîche et la soupe du midi. Josiane l'accueillit comme on accueille une sœur que la vie a bousculée trop longtemps. « Merci, » dit Clarisse sans savoir par où commencer. « Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci, » répondit Josiane, un œil malicieux. « C'est à la vie de vous avoir recroisé, et merci à vous d'être venu. » Clarisse se mit à couper des légumes, à plier des draps. Les enfants, d'abord méfiants, s'approchèrent. Elle leur racontait des histoires où elle ne se présentait jamais en héroïne, mais où elle disait « Voilà ce qu'il ne faut pas faire si vous pouvez l'éviter. Voilà comment demande-t-on de l'aide. » Une fille posa sa tête contre sa hanche, sans raison. Clarisse sentit un vieux verrou sauter en elle. Le soir, elle envoya un message à Benjamin. « On ne répare pas le passé, mais on peut recoudre le présent. Merci de m'avoir laissé l'aiguille. » Il répondit « Merci à toi d'avoir apporté le fil. » La nouvelle de l'histoire, du médecin sauvant sa mère inconnue, de la mère trouvant son fils parmi des blouses blanches, finit par circuler, comme circulent les choses qui redonnent foi. On exagéra, on broda, on raconta que le cœur de Clarisse battait avec une pièce de métal en forme de pardon, que l'orphelinat avait reçu une pluie de dons, que Paul l'éboueur avait été invité à une cérémonie où on lui remit une médaille. Certaines de ces choses étaient de fausses, d'autres, plus incroyables encore, étaient vraies. Un dimanche, Benjamin organisa un petit goûter dans le jardin de l'orphelinat. Il serra la main de Paul, désormais retraité, qui n'en revenait pas de revoir son bébé de la benne en blouse et cravate. « Je n'ai rien fait, » dit Paul en secouant la tête. « J'ai juste tendu les bras. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire, » répondit Benjamin. Il présenta Clarisse à Paul. Ils se regardèrent. Paul hocha la tête doucement, comme on scelle un secret. « C'était une nuit de pluie, » dit-il. « Les poubelles chantaient. J'ai entendu la tienne. » Clarisse serra la main de Paul si fort que ses doigts se blanchirent. « Merci, » dit-elle. « C'est la ville entière qui te remercie d'avoir mis ce garçon dans nos chemins, » répondit Paul. Les lendemains ne furent pas un conte de fées. Il y eut des retours de colère, des silences épais. Parfois, Benjamin s'absentait une semaine, pris par les urgences, et Clarisse se sentait retomber dans ses puits. Parfois, Clarisse arrivait à l'orphelinat avec des yeux rougis. La honte est une bête qui revient quand on croit l'avoir mise dehors. Mais à chaque fois, l'un d'eux rallumait la lumière. Un soir, à la terrasse d'un petit café, Benjamin posa enfin la question qui collait à sa langue depuis des mois. Pourquoi la poubelle? Pourquoi pas l'accueil de l'hôpital, la police, une porte, n'importe quoi d'autre? Clarisse planta ses yeux dans les siens. Parce que j'avais honte. Parce que je croyais qu'une poubelle était à la hauteur de ce que je pensais de moi ce soir-là. Parce que j'avais peur qu'on me voie, qu'on me juge, qu'on m'attrape. Parce que je n'avais pas les mots « aide » et « droit » dans ma bouche. Je n'excuse rien. J'explique, et j'apprends encore. Benjamin regarda la pluie qui commençait à tracer de minuscules points sur la table.
Je te remercie de me l'avoir dit, dit-il. Ça ne change rien au fait que... Je suis là. Et moi aussi, répondit-elle, avec un sourire qui avait le goût d'une cicatrice bien fermée. Un an jour pour jour après l'opération, ils organisèrent une petite cérémonie à l'hôpital. Pas de grande banderole, juste des fleurs, du thé, quelques visages aimés. Josiane fit un discours sans papier, comme toujours. On croit que les miracles sont des éclairs, dit-elle. Parfois, ce sont des mains qui ne lâchent pas. Un éboueur qui écoute. Une femme qui revient. Un fils qui choisit la lumière. Clarisse prit la parole ensuite. Sa voix trembla au début, se posa, puis s'ouvrit. Il y a 30 ans, j'ai cru que mon histoire s'arrêtait sur un carton dans le froid. Aujourd'hui, je sais qu'une histoire peut recommencer là où on a honte de la relire. Si quelqu'un m'écoute et pense qu'il n'y a pas de porte, il y en a. Je ne les voyais pas. On me les a montrés. On m'a pardonné. On m'a soigné. On m'a tendu un couteau moins tranchant pour découper mes mots. Je n'oublierai pas. Benjamin la rejoignit, posa une main sur son épaule. Ensemble, ils regardèrent la salle. Paul qui essuyait discrètement une larme, Josiane qui souriait, jusqu'aux oreilles, une infirmière qui tenait la main d'un patient en fauteuil, des internes qui se passaient une part de gâteau en chuchotant. Le monde n'était pas devenu parfait, mais il était un peu plus habitable. On ne choisit pas d'où l'on vient. On choisit ce que l'on fait de ce qui nous est arrivé. Parfois, pardonner ne répare pas le passé. Cela ouvre simplement une porte pour que deux vies respirent à nouveau. Et quand on ne sait plus où mettre sa honte, on peut la poser sur la table, entre des mains qui savent recoudre. Chers auditeurs, auditrices, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Dites-nous dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Raconte-moi by Ebi. Chaque semaine, une histoire vraie ou inspirée de la vie pour éclairer nos chemins. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Demeurez bénis